Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors on va continuer à monter en régime progressivement en vue de la prochaine saison olympique. Alors on avait débuté il y a quelques semaines avec un tour de l'actualité, mais aujourd'hui on va intensifier la préparation en accueillant un invité, une personne qu'on avait déjà eu la chance d'accueillir lors de la précédente saison. C'est Clément Jacquelin qui est avec nous. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut Romain. Écoute, très bien, je t'en remercie, super. C'est toujours un plaisir de t'accueillir Clément, merci encore une nouvelle fois de pouvoir discuter avec nous. On pourrait, comme on te l'avait dit, on pourrait t'écouter pendant des heures. C'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Et bah pareil, écoute. On t'avait déjà eu, comme j'ai dit, lors de précédent hiver, et pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, je vous encourage car c'était vraiment très intéressant. On avait parlé de plein de choses, de toi, de ce que tu fais avec Athletics 3D, donc on va en reparler aussi dans ce podcast, mais je vous encourage en tout cas vivement à l'écouter. Là aujourd'hui on va éplucher pas mal de choses, pas mal de sujets différents, mais avant d'en parler je vais présenter le reste de l'équipe qui est là. Alors le reste de l'équipe qui est en comité réduit, parce que je ne suis que, mais c'est déjà pas mal, accompagné de Marine. Salut Marine. Salut Romain, écoute, je suis ravie d'être là et surtout de pouvoir discuter avec Clément qui, je suis sûr, a tout un tas de choses super intéressantes à nous raconter. Ouais, t'étais pas là d'ailleurs la première fois. Non, j'étais pas là. Tu étais en simple auditrice cette fois-ci. Donc, c'est ça, ouais. C'était très intéressant. Voilà, donc je pense que ça sera encore aussi très intéressant. Donc pour le programme, alors on va parler plein de choses. Il y a surtout une grosse partie qui va nous intéresser. C'est la première, c'est sur Johannes Beu. Donc qui a remporté le général de la Coupe du Monde pour la troisième fois l'hiver dernier, mais qui a bataillé face à Sturla Holmgren et qui a également surtout connu des gros soucis avec sa carabine. En tout cas, on le sentait pas à l'aise, et qui donc d'ailleurs avec cette carabine est en lien avec Clément puisqu'il travaille avec Clément pour sa carabine en lien avec Athletics 3D. Donc ça va être vachement intéressant d'en savoir un peu plus comment Johannes Beu a vécu cette saison avec les yeux et les mains de Clément qui a travaillé sur cette carabine. Ensuite, on va revenir donc sur l'intersaison actuellement, pendant que les biathlètes s'entraînent. Sur donc Clément, on va voir ce que tu fais actuellement, toutes tes activités, ce que tu proposes aussi via ton entreprise. J'en dis pas plus, mais tu peux accueillir le public chez toi. Ensuite, on va parler d'Emilien Jacquelin, ton frère, Clément, pour ceux qui ne le savent pas encore. On va en parler sur sa dernière saison, comment ce que tu en as pensé, ce qu'il en a pensé aussi, comment tu as vu son évolution, si tu sens qu'il a franchi un palier, un cap, et on va se projeter aussi sur la prochaine saison olympique. On sent que, alors je pense qu'il vise une petite médaille d'or, mais on va en discuter un peu. Et enfin, on va finir sur une dernière partie avec plein de sujets variés, l'actualité du moment, et voilà, des questions qu'on se pose au sein de l'équipe et des auditeurs. Bon, je crois que le décor est planté. Vous êtes prêts, Marine et Clément ? Tout à fait prêt. Ah, c'est bon. Ok, c'est parti. Jingle. Donc avant de commencer ce podcast, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle au sein de l'équipe Biathlon Live, puisque Damien s'est marié il y a quelques jours. Actuellement, donc, il est en vacances. Donc, au nom de toute l'équipe de Biathlon Live, et je suis sûr que Clément se joindra à nous, donc pour lui souhaiter donc toutes nos félicitations, tous nos vœux de bonheur et à lui et à sa femme. Donc, bravo Damien, et on sera ravis de se retrouver prochainement sur nos podcasts. Bon, la parenthèse mariage est faite. Alors Clément, avant de commencer parler de Johannes Beu, je voulais te poser déjà une question. Comment tu vas en ce début de mois de juin ? Alors avec Marine et toi, on aime bien l'hiver, on aime bien la neige, le froid qui nous rappelle le biathlon, mais j'imagine que tu aussi t'apprécies la chaleur du Vercors en ce moment. Ah oui, amplement. Oui, ça fait du bien de retrouver un peu de chaleur et puis de pouvoir profiter des espaces verts avec tout ce qu'on a connu sur ces derniers mois tous ensemble. Voilà, ça fait plaisir d'aller retourner un peu dehors, faire d'autres activités. L'hiver, du ski, et puis l'été, ski à roulette ou vélo, VTT, vélo de route, c'est toujours agréable. Donc ça fait bien plaisir, c'est certain. En effet, même en Bretagne aujourd'hui il fait beau, donc il fait beau et chaud, donc il fait très très beau. Voilà. Ça fait du bien. Alors, on va en parler un peu plus après l'intersaison. On va revenir un peu en arrière, donc comme je le disais avec le gros sujet de ce podcast sur Johannes Beu.
Donc le Norvégien qui a remporté, on le sait tous, hein, pour la 3e année consécutive, le général de la Coupe du Monde, après quand même une bataille assez acharnée hein, face à Ståle Holmgren, hein, l'invité surprise en quelque sorte hein, de la dernière saison, on l'avait pas vu venir celui-là. Et donc bon, au final, Johannes Bö l'a remporté, mais c'était difficile face à l'adversité, mais aussi avec les problèmes techniques qu'il a eu, en tout cas avec une carabine qu'il n'a pas réussi à apprivoiser tout au long de l'hiver. Donc on va revenir chronologiquement sur tout ça. Alors je vais revenir un an en arrière, tout d'abord. Johannes Bö donc remporte le général face à Martin Fourcade de 2 petits points. Au niveau du tir, il est à 90% de réussite, face aussi, donc qui est un très bon score. Mais bon, Johannes Bö est un immense champion et veut sans cesse s'améliorer. Donc on apprend au début de l'automne que le Norvégien raccourcit sa crosse de 2 cm. L'objectif, ce serait que sa carabine soit plus stable lors de tirs debout en conditions venteuses. C'est bien ça, Clément? Oui, effectivement, oui. Et tu avais travaillé sur ça? Alors non, pas sur la partie automnale. La partie automnale, il a fait en interne avec l'équipe norvégienne. Ils ont fait ça eux-mêmes, en interne. Et pour ma part, à cette période-là, ils nous avaient contacté juste sur des pièces périphériques qui vont sur la carabine, les pots de chargeur, par exemple, pour mieux manipuler les chargeurs et gagner du temps sur le pas de tir. Il y avait une bague de culassage aussi qui permet de mieux recharger une section entre 2 tirs. Voilà, c'était que des petites interfaces, mais pas oui, on a visée, travaillé quoi. plus profondément. Non, du tout. On a travaillé ça après durant l'hiver. D'accord. Et donc il fait ces changements, mais malheureusement, alors je vais pas dire patatras quand même, à la fin du mois de décembre, ou même de janvier, Johannes Bö est en tête du général, mais son tir est quand même très instable. Au vu des stats, hein, il passe de 90% la dernière saison à 86% de réussite, et on le sent quand même vraiment pas serein. Au tir debout, on se rappelle à Oberhof, hein, il nous fait une craquante de 4 fautes. Alors pour une fois, les conditions étaient assez stables, hein, pour une fois, faut le dire, à Oberhof, et on le sent vraiment pas serein. Et là, il fait un coup de poker, je sais pas si c'est le bon terme, Clément, mais il décide de quasiment changer de A à Z sa carabine, en tout cas de revoir complètement sa carabine avant les mondiaux. Oui, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a travaillé en profondeur sur sa carabine. Donc, il m'avait contacté. C'était juste à la période de Antholz, je crois, ou juste avant Antholz, sur cette période-là. Et donc, il nous disait qu'il était, il avait du mal à trouver des sensations sur le tir debout. Il nous avait surpris déjà qu'il nous contacte qu'il nous contacte pour qu'on puisse faire toute une carabine entière, et surtout à 2 semaines des mondiaux. Donc ça, c'était les 2 éléments à vraiment prendre en compte sur le développement produit. Après, ce qu'on avait commencé à sentir, c'était que rien que le fait qu'on l'ait écouté dans sa demande. Je me souviens d'une course, il faudrait que je me souvienne de où, du lieu, mais je crois qu'il y a sur une période de course, ça doit être Antholz, où sur les premiers jours, il a du mal à tirer. Et entre les courses, il reçoit des premières pièces, déjà juste la plaque de couche, donc c'est la plaque qui vient sur le contact épaule, en plein milieu des courses de Antholz. Il change sa plaque à l'épaule, là j'ai fait oula, c'est assez osé en pleine semaine de course déjà de changer un dispositif. Et en fait, il a très bien apprivoisé, et à partir de là, j'avais senti que oui, c'était pas tant des aspects techniques qu'il recherchait, mais c'était un environnement d'écoute qu'il voulait avoir, et qu'il a trouvé en tout cas avec nous à travers le soit du dialogue, de la rapidité ou du sur-mesure. Donc c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir ça de sa part, et puis voilà. Et à partir de là, effectivement, sur les 2 semaines avant les mondiaux, ça a été intense. Ouais. Et c'est sûr qu'on a vécu après les mondiaux d'une certaine manière, c'est certain. T'as dû un peu avoir la boule au ventre hein, avant de sa première balle peut-être aux mondiaux. Ah, mais sur toutes les courses, bien sûr, mais surtout la première balle avant les mondiaux, comme tout le monde en avait parlé. Ah, mais forcément, on savait qu'on allait être regardé par rapport à tout ça, donc ça a été assez intense, ouais, c'est sûr. Tu t'attendais que ça prenne autant d'ampleur, enfin d'impact quand même, qu'on en parle autant, même que tu sois autant interrogé, interviewé par tous les médias, quoi? On s'attendait à ce qu'on... en tout cas, je m'attendais à être interrogé parce que déjà, je crois que c'est jamais fait de changer complètement un modèle de cross sur à 2 semaines du gros événement de l'hiver. Donc là-dessus, on s'y attendait. Et puis ensuite, ben oui, comme tu l'as très bien énoncé, Johannes et sa carabine, ça fait parler depuis le début de saison.
Tout le monde en parle, des petits changements, des petits éléments. J'ai l'impression qu'en Norvège, ils aiment bien ces petits éléments-là. Sachant qu'en fait, c'est assez courant, hein. Les athlètes, d'une année à l'autre, hein, ils font toujours des petites modifications pour aller de l'avant. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc voilà, c'est toujours aller chercher un peu mieux. À des moments, il y a des ratés, c'est certain, mais à des moments, c'est des belles trouvailles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit le niveau de tir que tu as très bien rappelé sur les stats de tir, quand on regarde le niveau de tir qu'il y a eu cette année entre Sturla Lagrid et Eder, qui ont eu des stats à plus de 96%, je crois, de mémoire, de qualité, enfin, en tout cas de réussite sur le pas de tir. Ouais, enfin, c'est juste fou, hein. incroyable, ça s'est jamais fait. Donc aujourd'hui, ça pousse tous les athlètes à s'intéresser à ces petits points de détail parce qu'en face, la concurrence le fait. Donc Johannes a pris un pari risqué, hein, en changeant, modifiant sa carabine. On peut dire que ça a été quand même mitigé sur les mondiaux, Clément. Alors au niveau des résultats, je sais pas après ce que tu as pensé globalement après de ses performances sur le tir. C'était peut-être mieux sur le debout, mais finalement on dirait que l'impact s'est finalement mis sur le coucher. Il a été finalement plus effrayant sur le coucher. Exactement. Comment tu t'expliques ça en fait? Alors, ça peut venir de plein de paramètres, hein. Après, la manière dont on a fonctionné sur un tir couché, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de la réaction de l'arme, réaction de balle. Au moment où la balle part, les armes, enfin en tout cas les crosses peuvent réagir de manière différente si le bois est tendre, un bois dur, un bois multiplie. Donc les réactions d'armes sont différentes derrière, enfin en tout cas pour le tireur. Donc on a souhaité conserver on a travaillé à 3 sur sa carabine avec 2 équipementiers norvégiens pour qu'ils gardent les mêmes caractéristiques de réaction d'armes. Mais là, je pense que le changement était un peu trop important pour lui sur le tir couché parce qu'il a choisi de travailler avec un autre équipementier norvégien que celui qu'il avait l'habitude. Donc pas forcément le même bois à 100%, même s'il venait des mêmes contrées. Ça a été voilà, il l'a sélectionné quand même en amont. Donc le tir couché, c'est des petits détails et les réactions d'armes font beaucoup. Au niveau de la tenue d'arme aussi, est-ce qu'on tient sur la main avant la carabine de manière franche ou est-ce que au contraire on est relâché? Donc c'est plein de petits détails. Donc oui, sur le tir couché, malheureusement sur 2 semaines, on essaye de minimiser en tout cas les différences qu'il y aura sur une réaction d'armes. Mais d'autres ont vécu la même chose, hein. Je me souviens de Martin en 2018 sur la dernière épreuve ça devait être à Nové Mesto, sur la Mastart, où il décide de faire la dernière course de la saison avec sa carabine de réserve. Et si vous regardez bien à la télé, je me souviens, si vous retrouvez les images, vous verrez qu'aux essais de tir, on voit quand la caméra filme Martin aux essais, on voit que sa réaction d'arme part légèrement à droite en fin de tir. Et c'est très léger, hein, c'est très très fin. Sauf que ce jour-là, je crois qu'il était habitué à faire des 5e places en minimum, hein, Martin, sur cette saison-là. Cette saison-là, il avait pas quitté le podium. Ouais, voilà, il n'avait pas quitté le podium, c'est juste incroyable. Et sur cette course, malheureusement, il tire à 16 sur 20, c'était un tir qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Et puis, oui, il finit 28e, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est juste pour expliquer que quand on change un outil, une arme, autant sur les tirs debout, il y a moins d'influence, et sur les tirs couchés, au niveau des sensations qu'a la tête a derrière, ça peut et ça peut mettre du temps à venir. Donc malheureusement pour Johannes, sur la période des mondiaux, c'était court pour ses tirs couchés. Après, il nous a contacté pour qu'on travaille le tir debout, et c'est ce qu'on a fait. Donc là, je suis super ravi qu'il ait su, en tout cas, prendre en main ses tirs debout. Donc ça, on va dire, c'était pari gagné. Bon, après, pour l'année prochaine, il lui reste 1 an complet pour bien appréhender la réaction d'armes, ses petites sensations, ses petits détails pour que, il soit compétitif. Et je pense que ça va être une saison où beaucoup, avec un Sturla Lagrid qui tire aussi bien, aujourd'hui, tous les athlètes vont chercher à être plus réguliers. Donc, ouais, ça va être assez intense. Ouais. D'ailleurs, à Nové Mesto, il y a eu donc 2 étapes. C'est là où on sent vraiment qu'il a peiné sur son tir couché, hein. Sur des sprints, il en a lâché au moins 2 à minimum à chaque fois. Mais avant l'étape de Sorsum, la dernière, il a aussi apporté des modifications, hein. Clément, si je dis pas de bêtises, il a rapproché son pommeau, où il tient sa carabine de 1,5 cm vers lui. Exactement, ouais. Ça, c'est très tendance norvégienne, hein. Oui, on a des démarches de tir. Et il a senti une amélioration. Enfin, est-ce que tu as eu un retour de lui par rapport à ça? Moi, le retour que j'avais eu entre-temps, c'était que
déjà, il s'excusait d'avoir pas aussi bien tiré sur les mondiaux. Ça m'a fait marrer, c'était marrant. C'était excusé, il dit ouais, navré, enfin en anglais bien sûr, mais je trouvais ça marrant. Ça à part, je dis tu sais, t'inquiète pas. Il y en aura d'autres, tu vas Par contre, aux Jeux Olympiques, ça ne fera pas. C'est chouette. Après c'est des courses, voilà, c'est des courses d'un jour, hein. Il y en a d'autres, heureusement, qui sont bons là-dedans, et puis on les soutient fort, donc c'est top. Mais oui, ces petits justement, mais c'est très norvégien, et puis même aujourd'hui, c'est des tendances, hein. Tous les tireurs, même en France, hein, on vient de plus en plus sur des segments assez courts, que ça soit sur tir couché ou tir debout. Là où il y a de ça encore 5 ans, les écoles de tir que nous ont enseignées, c'était des allongements très très grands, on avait des positions très grandes. Celui qui a eu cette position-là, et on voit très bien, c'est Emilien derrière sa carabine, qui a une position vraiment très 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 allongée derrière la carabine, que ce soit couché ou debout. Mais les Norvégiens ont cette tendance-là. La première fois que j'avais senti ça, c'était avec Bjørn Dalen, lorsque j'avais pu tester sa configuration de carabine, et j'étais ça m'avait surpris d'avoir une configuration aussi réduite, mais finalement c'est des choses qu'on voit auprès des carabiniers qui font du tir sportif. Donc est-ce qu'il y a une tendance et des discours de carabiniers qui viennent de plus en plus dans chacune des nations? Peut-être, mais en tout cas oui, on est attentif à ça, et puis après à l'athlète de trouver aussi une configuration qui lui correspond. Il y a plein de tireurs avec plusieurs configurations de tir qui tirent très bien, mais c'est certain que ça met du temps à trouver ces petits éléments, mais en tout cas, s'il a senti le besoin de raccourcir, c'est qu'il y avait une raison, et puis après, il l'a bien fait. Et au final, Johannes Bö a quand même remporté, on le sait, le général de la Coupe du Monde, hein, après une dernière course de folie. En plus, tu travailles avec Sturla Larry, donc en fait, tu étais gagnant des deux côtés, hein. Peu importe qui gagnait au final. Oui, après, on va dire que je reste indépendant. Enfin voilà, je travaille avec tout le monde, avec tous ceux qui ont envie. Voilà, et moi, ça me fait plaisir de travailler avec ceux qui ont envie. Et puis après, ça reste une belle famille aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on aime bien ce sport, c'est qu'entre eux, il y a beaucoup. Il reste des humains, ça reste des humains, ils le savent. Et il y a la notion de compétition, ça se fait sur les skis, ça se fait derrière la carabine durant la compétition. Mais les athlètes savent que c'est pas parce que l'athlète a le meilleur outil qu'il va forcément tirer à 5 sur 5. Hein. Tous les jours, on le voit. Là, tu parles de la grid. Sur son dernier tir où il lâche le gros globe, hein, ça s'est fait sur une balle, hein, pratiquement. Si on regarde la dernière course, ça se joue à moins de 30 secondes. Donc, c'est l'équivalent d'une balle, hein, d'un anneau de pénalité. Donc, c'est assez dingue de se dire que le dernier, sur une balle, le classement général s'est joué entre les deux. Donc oui, voilà. Après, c'est les... je sais plus de quoi on parlait, mais oui, tout est fin. Ah oui, voilà, il n'y a pas de parti pris, mais oui, amplement, voilà, aucun parti pris. Oui, que avec ceux qui ont envie et qui partagent cette même philosophie d'avancer ensemble pour progresser ensemble, ouais. Justement, tu parles du fait que Johannes est venu pas mal chercher le dialogue auprès de toi. Comment tu le sentais dans ces échanges au cours de l'hiver? Plutôt inquiet, plutôt serein? Est-ce qu'il avait l'impression que les choses lui échappaient? Alors, moi, j'ai toujours senti décontracté vis-à-vis de la situation. Vraiment décontracté, mais après, tu sens qu'intérieurement, même si de l'extérieur, il est décontracté, de l'intérieur, ça reste un compétiteur. Donc, c'est des petits moments dans les échanges vidéo, par exemple, où tu vois que dans son langage corporel, à un moment donné, il rigole, mais il se ferme très vite aussi. Donc, tu sens que il sait qu'il est chanceux de faire du biathlon, il s'amuse. Je crois que c'est ce qu'on aime voir aussi chez les deux frères Bö, hein. Ils font que de rigoler tout le temps, hein. Tu te dis, ouais, mais ça change bien des images qu'on en avait il y a ça 10 ans, où la lutte entre Bjørn Dalen et Poiré, hein, c'était encore autre chose, hein. Là, c'était plus froid, hein, c'était plus noir, hein, comme combat, hein. Comme duel. Et là, c'est des duels où, ils s'amusent, voilà. Alors, il y a les duels sur la course, mais en dehors, ils s'amusaient énormément et ça fait plaisir à voir. Mais au fond d'eux, ils ont des moments de fermeture où, s'il fait une démarche comme celle-là, de contacter pour trouver des solutions juste avant les mondiaux, et puis même maintenant pour l'année prochaine ou d'autres, ce que font tout athlète, c'est qu'ils restent compétiteurs dans l'âme et ils veulent chercher le petit plus qui, en tout cas, ils souhaitent faire la différence. Oui. Ouais. C'était peut-être en fait au final la saison pour faire ce changement. Ah oui, je pense qu'en fait il était projeté sur plus loin, hein. Effectivement, que simplement
que simplement sur les championnats du monde, mais oui. Tu as parlé également du fait qu'il y avait beaucoup de battage médiatique autour de tous ces changements, donc beaucoup de stress pour toi, j'imagine, mais quand même un challenge assez excitant de faire tous ces changements en milieu de saison, non? Oui, excitant. Après, excitant, il y a du challenge, c'est certain, mais c'est du challenge, on va dire, maîtrisé. On a juste repris ce qui marchait de bien, sans apporter de nouveautés. Donc, par exemple, sur la partie juste cross, on est parti sur comme je disais tout à l'heure, hein, sur des bois qui s'apparentent à ce qu'il utilisait préalablement par rapport aux sensations de réaction d'armes. Et après, c'était très simple. Hein, sa demande, il voulait la même pièce qu'Emilien avait sur le tir debout, pour gagner en stabilité, et en maîtrise sur son tir debout. Et donc nous, après discussion avec Emilien était super fier parce que Johannes reste il était maillot jaune qu'il aille chercher cette compétence ici, quoi. Et puis voilà, à travers son frère, donc il y avait beaucoup de fierté de sa part, donc il était super fier. Et puis connaissant Emilien, je crois qu'on l'avait abordé au premier podcast, c'était que ça allait lui apporter aussi beaucoup de confiance. Voir que les autres veulent les mêmes pièces qu'on développe, ça veut dire que ça valide les choix techniques, technologiques, les choix de développement qu'il a choisis. Donc ça le rassure aussi. Et donc voilà, c'était le petit plus qui allait aussi finalement dans cette démarche. Ça a autant aidé Johannes que Emilien, donc tant mieux. D'ailleurs, ouais, Johannes a dit qu'il voulait s'inspirer d'Emilien Jacquelin, de ce qu'il avait comme matériel. Et ben voilà, c'était aussi simple que ça. Donc on n'a pas réinventé la roue. Exactement. Voilà. Exactement. Et alors, tu nous as un peu parlé déjà tout à l'heure, mais en vue de la prochaine saison, est-ce que tu as déjà vu des choses avec Johannes il voulait déjà des améliorations, des petites pièces en plus. Est-ce que tu as travaillé sur ça déjà avec lui? Alors oui. Là, il a déjà des nouvelles pièces actuellement en test. Il a plusieurs pièces en test. Malheureusement, je peux pas les dire encore. Ah, c'est comme pour Emilien, c'est comme pour chacun. Voilà, ouais. Là, par contre, je peux pas les dire. Bon, il y a ce tour-là, je sais qu'il va faire une annonce dans quelques jours. Donc ouais. lui, il va l'officialiser bien plus en amont que tout le monde. Mais voilà, je respecte aussi les choix des athlètes de conserver une part de secret dans le développement, les tests qu'ils font. Donc voilà, ça fait partie. Par contre, ça fait partie de mon travail. Donc je respecte ces démarches-là. Mais oui, bien sûr, il y a des petits points de détail qui sont, en tout cas chez tous, hein, qui sont actuellement testés. D'ailleurs, finalement, ce Carabine Gate, j'ai envie de dire, de Johannes Beu, ça t'a apporté quoi? Est-ce que finalement, tu as aussi de nouveaux biathlètes qui sont venus vers toi pour des pièces? Ah oui, amplement, oui. Là, je pense que, vous allez voir, mais c'est venu de Suisse, Allemagne, athlètes Coupe du Monde, donc athlètes de Coupe du Monde, ça a fait, athlètes Coupe du Monde, donc là, ça a fait un beau changement, ouais, c'est certain. Ouais. Là, maintenant, c'est bien connu, voilà. Donc, c'est top. C'est très très bien. Tu vas devenir un sponsor officiel de la Coupe du Monde bientôt, là, de l'IBU. Toute l'Europe s'arrache. On va te voir sur les rambardes. Encore. Une tape après l'autre. Non, mais en tout cas, c'est super pour toi. On est super content que ça prenne une telle ampleur, hein, franchement. On en avait parlé, on voit ta passion, tout ça, comment tu aides, tu es au service des athlètes, et franchement, c'est super intéressant, et on a hâte maintenant de savoir ce qu'on décidé d'améliorer, d'apporter Johannes Beu, même sur la home green, à leur pièce, et même les autres athlètes, mais ça va être une affaire à suivre. Bon, on va fermer le chapitre Johannes Beu. On va passer maintenant au présent, à l'intersaison. Quelles sont tes activités en ce moment, Clément? Alors, il y a plus de biathlon, malheureusement, on peut plus suivre à la télé, mais j'imagine que tu as quand même un programme overbooké, hein, aussi, hein, en ce moment. En fait, pour moi, le plus gros, c'est maintenant, en fait. C'est en ce moment, c'est l'intersaison, c'est depuis début mai, enfin mi-avril pour ceux qui se prenaient plus tôt. On a commencé à faire des modifications sur les crosses, hein, voilà, test de nouvelles pièces, fabrication, envoi, retour, ou bien ils viennent ici, ils testent sur le pas de tir de Corançon, ils y mettent. Donc on a la chance aujourd'hui de fonctionner avec des partenariats qui fonctionnent super bien, Zeiss sur la partie numérisation 3D qui nous permet de reconcevoir en 3D des fichiers existants, Zortrax qui est partenaire de l'activité qui nous permet aujourd'hui, on a 9 machines de fabrication additive ici.
et qui nous permettent en l'espace d'une nuit de faire par exemple, un athlète qui vient en moins d'une heure, on lui fait une caisse personnalisée et le lendemain, il va la tester sur le pas de tir, il nous émet un retour, on remodifie, le surlendemain, il en reteste une nouvelle. Enfin voilà, ça c'est pour celles et ceux qui viennent ici, c'est ultra rapide. Donc ben voilà, ils en bénéficient et alors, en majorité bien sûr les biathlètes français parce que pour eux c'est plus simple, hein. C'est certain. Mais oui, donc super content. Donc tout ça, bah, c'est à Corançon-Vercors, l'espace biathlon ski-roue. Et puis en super harmonie avec tout le monde. L'espace biathlon en dessous, Hervé le restaurant, The Camp avec Loïs et Marie. Donc finalement une super dynamique ici, local biathlon, voilà, qui s'est mis en place par des volontés communes. Donc c'est chouette. Et tu parles de biathlètes, mais aussi tu travailles avec des athlètes en général. Oui. Est-ce qu'ils vont aller d'ailleurs? Est-ce que tu as des athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques de Tokyo? Oui, là, Jeux Olympiques d'été. Ouais, Oui. effectivement, tir sportif. Il y a Céline Goberville déjà là qui a fait une médaille de bronze au championnat d'Europe la semaine dernière. Donc on est bien satisfait. Elle a son quota, elle va partir au jeu. Et on a les 4 athlètes de l'équipe de France de pentathlon moderne. Donc ils ont une épreuve de laser run. Ça s'apparente au biathlon, mais c'est course à pied et puis tir au pistolet Ouais. laser. Mais c'est les mêmes épreuves un peu que le biathlon, en courant à pied avec l'effort. Et là, on a les 4 athlètes de l'équipe de France, plus un athlète suisse aussi, qui y vont. Donc, Elodie Clouvel, Valentin Bello, Valentin Prade, Marie Oteza. Et je cherche... Ah, il va m'en vouloir, je sais plus, mince, l'athlète suisse. Oh Oh là là là, là. On Puis on coupera, avait on bien coupera. sympathisé, il était super sympa. l'affaire Ouais, d'État. ouais, ouais. Mince, voilà. Il va rigoler. Un prometteur athlète. Alexandre Dallenbach. Ah, Voilà, c'est bon. Ah, il a bien profité du golf ici à Corançon. ah bah en Donc, pour plus. ça, Ah on a bah. bien. Il est l'utile à l'agréable. Mais oui. Donc ça va être, ça va être assez chargé, mais tant mieux. Des Jeux Olympiques qui va être passionnant pour toi, du coup, que tu vas suivre avec attention. Oui, amplement, ouais. Oui. On va bien les soutenir, mais sans faire de communication sur les réseaux, parce que c'est les Jeux Olympiques, on peut pas. Ah oui? Voilà. Ah oui, parce qu'on peut pas mettre les sponsors au jeu, c'est ça? Non, ouais, sponsors, tout ça, et puis même, il y a que les sponsors officiels des Jeux Olympiques qui sont C'est autorisés à mm. communiquer durant l'événement, et toutes les autres marques Exactement. Mm. doivent faire silence. Donc avec silence, on regardera ça de loin. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, vous pouvez regarder sur YouTube des courses des Jeux Olympiques en biathlon. Vous regardez les carabines des athlètes, il n'y a aucun sponsor. Il y a, par Exactement. exemple, la carabine de Martin Fourcade qu'on a beaucoup vu lors des Jeux sur le premier tapis. On voit sa couleur bleue et blanche qu'on voit habituelle, mais il n'y a pas écrit la MGEN, Somfy, enfin tous les sponsors qu'il a habituellement. Et il y a juste le sponsor, enfin le logo de Pyeongchang 2018. C'est aussi ça, oui, la particularité des jeux où les sponsors des athlètes ne sont pas mis en avant. Donc oui, c'est vrai que oui, pour toi, d'un côté, c'est un peu frustrant, mais bon, tu seras quand même impliqué derrière ta télé. Marine, tu as une question sur une athlète en particulier, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on sait qu'a priori, tu travailles aussi avec Julia. Et à ce niveau-là, est-ce que sur l'intersaison, il y a des choses de prévues? Je pense notamment au fait à son tir couché, où c'est là où, entre guillemets, elle a le plus de difficultés. Est-ce qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées à sa carabine à ce niveau-là? Est-ce que tu as du travail de ce côté-là? Alors moi, avec Julia, actuellement, c'est des petites interfaces, comme au tout début avec Johannes, que là, je l'accompagne sur sa carabine, mais sur du contenu plus poussé, je pense qu'elle le fait en interne, elle le fait elle-même. Donc là, D'accord. elle doit faire ça directement avec Franck au sein de l'équipe de France. Elle doit faire ça en interne. Donc, écoute, voilà, c'est ce que je peux t'en dire. Ok, merci. Ouais, tu travailles pas sur la visée comme on avait dit tout à l'heure. C'est surtout peut-être les chargeurs. Ouais, les éléments de rechargement. Après, il y a des athlètes qui souhaitent que je travaille la visée pour eux, hein. Enfin, la visée sur la partie juste cross, hein. Tenue d'armes, ces éléments-là. Mais canonnerie, non. Tout ce qui est canon, non. Et donc voilà. Donc après, c'est un travail en commun, hein. Les athlètes vont là où ils souhaitent, avec qui ils souhaitent travailler. Julia doit très bien s'entendre avec l'encadrement avec Franck Badiou. C'est très bien ainsi. Donc je pense que voilà, elle continue dans cette logique, ou peut-être avec quelqu'un d'autre aussi, hein, voilà, Oui. elle fait de la manière qui lui semble
le plus opportun, enfin le mieux adapté C'est pour ça. elle. L'important, c'est que l'athlète soit à l'aise dans sa démarche, en fait, c'est ça. Oui, amplement. Il y a l'outil, mais aussi la démarche avec les personnes qu'elle a l'habitude de rencontrer, de dialoguer, tout ça. Donc, ça reste de l'humain, hein, avant tout un développement produit, donc amplement. Peut-être que plus tard, ça se développera plus avec Julia. Mais alors, tu l'as dit tout à l'heure, donc ton entreprise Athletics 3D est basée à Corançon, en Vercors, pas loin de The Camp. Et tu proposes aussi des activités au grand public hein, chez toi. Hein. En fait, c'est parti d'un constat simple, hein. On est sur le pas de tir de biathlon. On a beaucoup euh, de personnes qui posent des questions sur comment on fonctionne sur du développement produit, qu'est-ce qu'on fait, ces éléments-là. Des curieux, en fait, tout simplement, ou des familles avec des petits-enfants euh, qui souhaitent voilà, avoir des réponses à des questions type comment on fait pour concevoir en 3D, ces éléments-là. Et en fait, ces journées, c'est ça. Je vais se dire, on leur fait visiter l'atelier, on leur présente les différentes technologies, démarches de fabrication, ces éléments-là. Et l'après-midi, ils sont encadrés soit par l'ESF ou soit par The Camp, selon le nombre de personnes qui y sont. Et ils vont tester du matériel directement en situation sur le pas de tir. Ah. Ok, bon bah c'est super. Hein, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à Corançon pour aller voir Clément. Donc on va changer de sujet. Maintenant, on va parler d'Emilien Jacquelin, donc ton frère Clément, hein, qui a terminé à la 7e place du général de la Coupe du Monde. Donc évidemment, on pense à cette incroyable performance à la poursuite des mondiaux. On va peut-être en reparler après. Mais globalement, quel bilan il a fait et tu as fait de sa dernière saison? Je pense que de ce que j'ai compris, il avait envie qu'il y ait du public. Voilà, déjà, ça aide beaucoup. Donc il a hâte d'être, enfin, en tout cas dans des conditions qu'il connaît bien avec vous tous, avec le public, tout ça, parce que voilà, il aime partager ces moments-là et des moments, le fait qu'il y ait personne, c'est dur, hein, certains. Voilà, donc c'est voilà, il a besoin de ça. Donc c'est ce que j'ai senti. Puis après, ça s'est reflété sur différents schémas de course, hein. Et que finalement, il y a que sur des courses un peu fortes en jeu où il a réussi à passer au-dessus de ça. Mais sinon, sur l'ensemble de la saison, ouais, c'est difficile de rester à l'hôtel et de voir personne et de juste manger, rester dans la chambre, faire la course. Donc voilà, c'est une situation particulière, mais qu'on a tous vécu, hein. Ça a été des périodes assez particulières pour nous tous. Donc voilà, les athlètes, on reste des humains avant tout, et eux aussi, ont senti les mêmes, les mêmes difficultés, les mêmes challenges à relever. Psychologiquement, ouais, ça n'a pas été facile, ouais, j'imagine. On se rend pas compte, nous, hein, derrière notre télé, nous, on allume la télé pour chaque course, mais au final, eux, ils vivent en quarantaine ou en tout cas en bulle pendant tout l'hiver. Ça doit être pesant et très fatigant au final. Après 4 mois comme ça, enfermé, on s'en rend pas Il forcément faut compte. Hein. imaginer que sur certains sites, par exemple, ils sont sur un site et puis ils font la course ou ils font leur entraînement et puis le soir ils sont à l'hôtel et puis ils sont tout le temps les mêmes, hein. Puis il y a des moments il y a que les Français par exemple à l'hôtel donc ils voient personne d'autre et puis avec les restrictions aussi, hein, c'est soit la chambre soit les distances tout ça donc finalement ouais c'était différent pour une pratique d'un sport avec les habitudes qu'on a, mais de la même façon que nous tous, hein. On est habitué de voir du monde, d'avoir des réunions ensemble. Après, on s'adapte et puis avec les challenges que ça comporte. Mais voilà, donc finalement, ça a été aussi une manière d'apprendre un peu plus sur soi dans ces conditions-là. Et puis, en souhaitant que ça leur soit bénéfique à tous, hein, pour l'année prochaine. Ben justement, malgré cette situation difficile et la perte de 2 places au général, est-ce que tu sens qu'il a quelque part franchi un cap, peut-être reculé pour mieux sauter sur certains aspects en tout cas? Oui, on sent que dans son discours déjà, il voulait chercher beaucoup plus de régularité. Donc c'est ce sur quoi il travaille actuellement. Et donc oui, donc c'est des changements. Et puis après, c'est une année particulière l'année prochaine, hein. Il sait qu'il peut jouer sur des courses d'un jour, hein, donc ça c'est un gros point fort. Et puis après, oui, il a été, je crois qu'on n'en avait pas parlé au début, il a été plus régulier sur le début de saison, il était moins bien classé, mais en soi sur les débuts de course, il était plus régulier que certaines autres Mm, années. Donc tout à fait.
donc là-dessus, il a su gagner en régularité. Donc après, ben, il reste que des petits points de détail, mais sur lesquels il a su tout libérer, tout lâcher. Encore une fois, sur la course qui lui tenait le plus à cœur. Donc dès l'instant qu'il arrive à, en tout cas, à donner ben, tout simplement à skier et tirer de la même façon que ce qu'il est hein, intérieurement, et puis avoir cette motivation supplémentaire, il arrive à se lâcher et puis à être à être performant sur tous les tableaux. Donc c'est certain que des courses comme le Grand Bornand avec le public, tout ça, je pense que c'est des courses qui lui intérieurement il affectionne et puis il a hâte. D'ailleurs, tu as parlé là d'évoquer la course qu'il avait cochée, la poursuite des mondiaux. Maintenant, on est à tête reposée, depuis quelques mois. Comment t'as analysé cette performance qu'il a fait? Parce que clairement, d'avoir toutes les louanges du monde du biathlon, est-ce que tu le sentais capable de faire une telle chose, surtout au vu du contexte, on peut beaucoup d'athlètes peut-être font ça à l'entraînement, mais faire ça lors des mondiaux sur une poursuite, t'as une médaille d'or au bout, je sais pas si on peut dire que c'est du jamais vu, mais en tout cas, pas grand monde avait vu quelqu'un faire ça avant, quoi. C'est vraiment improbable ce qu'il a fait, hein. Franchement, encore aujourd'hui, on a du mal à s'y remettre, hein. Il avait l'air invincible. Ben, voilà. Ben, on va dire que ça lui tient à cœur, il l'avait dit, il en avait parlé, je reprends ses mots, mais depuis plus d'un an, hein, ça lui tenait vraiment à cœur. Après, il a cette, on va dire, des moments, plus il y a la pression, mais c'est humain aussi, mais dès qu'on a beaucoup de pression, on va vers l'essentiel. Et en fait, l'essentiel chez lui, des tirs comme ça, j'en parlais avec un de mes anciens coachs, qui avait vu une de ses courses au Mondiaux Junior, parce que ça passait aussi sur Eurosport. Et sur son dernier tir des championnats du monde junior, je crois qu'il fait une médaille de bronze sur cette course-là. Il fait un tir aussi, mais incroyable sur son tir debout. Mais en fait, j'en avais parlé avec lui, puis c'était à l'époque, il m'avait dit qu'il était arrivé sur ce dernier tir. Il y avait tellement de pression parce qu'il savait que s'il tirait à 5, il pouvait faire podium. Et il pensait juste à une chose, c'était mes tirs, lâche, libère-toi, vraiment. Lâche, tire. C'était juste des mots très simples qui sont arrivés, mais pour qu'il se lâche, parce que après, à trop cogiter, trop penser, on a du mal à se lâcher. Donc en fait, avec le recul, on a l'impression que, ça c'est nos analyses, hein, mais plus il y a de pression, plus on cherche à être simple dans notre démarche. Et en fait, l'entraînement est là pour ça. L'entraînement, c'est répéter des situations différentes, se poser des questions, comme là, Emilien vient juste de passer pour travailler des petits points de détail sur ce qu'il ressent derrière sa crosse et sa carabine. Donc, il vient juste de passer. Mais après, à un moment donné, sur la course, tout le travail a été fait en amont et après, on se pose plus de questions, on lâche. Et ça, c'est les plus grands champions, on va dire, y arrivent dans des moments très, très forts en jeu. Hein. Je pourrais vous parler du cas de la différence qu'il y a eu entre Teddy Riner et Lavillenie sur les Jeux en 2016 à Rio. Une même situation pour les deux. Hein. Ils sont sur les phases finales de leur compétition. Les deux se font siffler par le public brésilien. Renaud Lavillenie qui joue avec le public en disant c'est nul avec les mains, ces éléments-là, et à l'interview il passe au micro et puis on lui pose la question, mais ouais, vous avez joué au public, tout ça avec le public? Oui, donc il est très concentré public, on voit que ça l'a beaucoup affecté. Et Teddy Riner qui a une même situation où il est sifflé parce qu'il est contre un Brésilien. Je me demande si c'était pas en demi-finale ou quelque chose comme ça. Et à la même question, ouais, vous êtes fait siffler. Et lui, il dit oui, mais moi, si je suis là, c'est pour faire mon judo. On m'a sélectionné, c'est pour faire mon judo. Donc, j'ai juste, j'étais sur mon tatami, j'ai fait mon judo. Et je trouvais beau la manière de répondre de Teddy Riner parce que ça présente bien que plus il y a de pression, en fait, et que l'enjeu est là, plus en fait, des athlètes comme ça, et Teddy Riner est suivi par
très très bonne conseillère psychologique hein, dans la psychologie du sport et ça se reflète parce que en fait ça fait comme un entonnoir inversé hein. Plus il y a de la pression, plus on demande à être simple dans les mots, dans les choix et que ça doit être un naturel qu'on a travaillé au préalable qui doit remonter et au contraire l'entraînement est l'occasion pour aller se challenger, chercher des nouvelles choses, se tester mais plus derrière après les formats de compétition sont à fort enjeu et puis Emilien s'est mis beaucoup de pression sur cette poursuite-là. Et quand on en parle avec lui, il a dit mais moi j'ai pas eu l'impression de faire des choses dans l'excès ou quoi que ce soit. Je me suis juste lâché, j'ai fait ce que je fais, j'ai juste fait, c'est tout. Et je trouvais ça beau parce que il a su à la fois se libérer parce qu'il est resté simple face à cet enjeu où il y avait beaucoup de pression. Encore une fois, une méthodologie d'entonnoir inversé. Le véritable enjeu, c'est de revenir à l'essentiel parce que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, mais c'est le vrai objectif. Ouais, c'est un gros objectif, mais que finalement on connaît. Voilà, si on veut mettre des situations parallèles dans ce qu'on connaît dans nos activités professionnelles respectives, hein, on veut faire une présentation orale qui a un fort enjeu, ou bien il faut défendre un dossier parce qu'on travaille pour une boîte et que ce dossier-là c'est important. Finalement, si on se met la pression, plus on va se mettre la pression, plus on peut avoir du mal à présenter le produit ou le discours ou le projet. On va se poser beaucoup plus de questions, alors qu'en fait, plus il y a d'enjeux, plus on demande à ce que le travail il fait en amont, hein, ça n'empêche pas le travail, hein, préparation du dossier, ces éléments-là, mais après au moment de l'acte, au moment de la présentation, le naturel doit prendre le relais. Et après, le fait de réviser, de travailler en amont, c'est qu'on ait naturellement les billes qui viennent s'implémenter dans le schéma de discussion. Voilà, je dirais. Voilà, si on essaie de trouver un parallèle, hein, bien sûr. Voilà. C'est un bon parallèle. En fait, il faudrait qu'il y ait que des courses de championnat du monde en fait pour Emilien tout au long de l'hiver. Comme ça, là, ce serait incroyable. Hein. Faire ton jeu tout le temps. Ouais, mais après, c'est fatigant, c'est usant. Ouais. Hein. Ouais. Et après, ça démarque pas l'enjeu. Ouais, c'est vrai qu'après, la médaille d'or, elle vaudrait plus grand chose. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Marine, t'avais une autre question pas sur Emilien? Oui, on parle donc de son magnifique tir sur la poursuite des mondiaux, mais il y a aussi eu des petites craquantes qui ont suivi et un changement de comportement derrière la carabine, notamment au tir couché, où le tir est beaucoup plus, on le sentait plus appliqué. Est-ce que vous avez discuté de ça? Est-ce que ça a servi d'élément déclencheur, ce genre de contre-performance derrière la carabine? Après, il était parti, après qu'il y ait eu cette contre-performance qui l'a beaucoup affecté parce qu'il ne s'y attendait pas. Et donc là, c'est un dispositif de visée qui est sur la partie canon. Il a modifié la marque, c'était une marque allemande qu'il avait, il est passé sur la marque d'origine allemande aussi. Et voilà, parce qu'en fait, il s'est avéré que d'autres athlètes, Quentin aussi, Anaïs Chevalier aussi, ont remarqué que ces premiers dispositifs avaient du jeu et avaient du mal à faire les bons clics lorsqu'ils cliquent leur élément de visée, donc la hausse. Donc ils sont revenus à l'élément d'origine et voilà, donc il y a eu cette supposition qui était là à ce moment-là, donc d'où les modifications. Et puis ensuite, après, sur la fin de saison, ils étaient déjà, pour certains, projetés sur la saison suivante. Alors c'est bizarre, on va dire, la saison elle n'est pas finie. Mais le manque de public, la situation, voilà, plein de choses, je pense. Et puis même l'année prochaine, c'est une saison à fort enjeu, donc ils avaient envie de tester des choses directement en situation de compétition, parce que rien ne remplacera la compétition finalement. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de Johannes qui a fait ce changement-là juste avant les mondiaux, et peut-être pour mieux avoir beaucoup d'informations vis-à-vis de comment il arrive à réagir, à maintenir son outil en situation de course, parce que c'est toujours particulier une course. Hein. Face à un entraînement ou des chronos, ça reste différent. Donc finalement, ils ont simplement voulu prendre de l'avance. Donc voilà, parmi tout ça, il y a des choses qu'ils ont testées, qu'ils vont garder, d'autres qu'ils vont supprimer, et ça va en continuité du travail qui est fait actuellement. Et encore une fois, dans une logique de gagner du temps et d'être performant la saison prochaine, et c'est ce qu'on leur souhaite. D'accord. Tu évoques la prochaine saison. Évidemment, cette saison 2021-2022 va être rythmée par les Jeux Olympiques de Pékin.
on imagine, Exactement. on imagine, et je me doute que Emilien vise une médaille d'or, mais surtout sur un format qu'il affectionne, où il est double champion du monde. Est-ce il a évoqué le souhait de faire le triplé en quelque sorte, double médaillé mondial et la médaille d'or au jeu sur la poursuite? Bon, je pense qu'il y a pas d'évoquer, enfin, il y a rien, enfin, il y a pas forcément besoin d'évoquer ça. Tout athlète qui part au jeu veut chercher des médailles, et puis en particulier celle en or. Hein. Donc, je pense que c'est, voilà, tu vas aux Jeux Olympiques, ils ont tous ça en tête. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de l'aborder. Hein. Il vise pas un format particulier, quoi. Il Exactement. vise pas la poursuite. Il y a plein de courses Ils ont la chance quand même d'avoir il y a quand même Ouais. 6 ou 7 courses. Hein. Je sais pas si on aura 7 cette année, mais bon, bref. Il y a quand même beaucoup de courses aux Jeux Olympiques. Donc, on a une discipline qui peut se le permettre. Et heureusement pour notre discipline, parce que sinon, on aurait été peut-être un peu moins médaillé. Hein, d'ailleurs, si, je sais pas. Mais, donc bah, finalement, il peut être compétitif sur tous les tableaux. Donc, comme d'autres, hein, encore une fois. Donc bon, bah, chaque jour, les cartes seront rebattues. Toute médaille est bonne à prendre. On va suivre ça. Mhm. D'ailleurs, ce sera les deuxièmes jeux d'Emilien, car on se rappelle, ton frère avait participé au jeu de Pyeongchang. Il était encore voilà, Mhm. un un petit jeune encore qui débarquait en équipe A, qui avait fait Mhm. une belle performance à Hontols, on se souvient. Hein, Mhm. oui. On se rappelle, j'ai une image en tête, hein, c'est Martin qui est en train de le pousser derrière la balustrade. Hein, alors, je sais plus, il finit dans le top 5, si je dis pas de bêtises, sur un sprint. Ouais, En tout c'est cas, voilà, ça. Oui, c'est ça, 5 et ça 6. avait déclenché quelque chose. En plus, je sais qu'il y avait eu un drame familial dans votre famille à ce moment-là. Donc, ça avait découlé. Ensuite, il était monté, il allait au JO et finalement, bon, bah, on voit ce qui est devenu Emilia par la suite. Et évidemment, là, il sera. Alors, le début de saison sera un indicateur, mais au moment précis où on se parle, Emilia sera forcément un candidat crédible, plus que crédible, pour décrocher des médailles sur toutes les courses. Pour fermer la page Emilien, juste comment tu le sens actuellement en ce début de préparation? Je sais que l'an dernier, la reprise avait été difficile. Cette année, avec les jeux en ligne de mire, j'imagine que ça a été beaucoup plus facile à mettre en route. Oui, amplement. Oui, oui, rien à voir en termes de motivation, c'est certain. Et puis même beaucoup maître de ses choix, tout ça, mais relâché en même temps. On va dire, il est, et ouais, je trouve qu'il est bien équilibré. Il est bien équilibré, il a le sourire, il est heureux, il est concentré aussi. Je le trouve très concentré dans toutes les démarches qu'il mène. Le détail, il ne doit pas y en avoir. Enfin, il faut vraiment laisser aucune place au petit doute. Et voilà, donc ça fait qu'on passe pas mal de temps sur sa deuxième cara. Mais voilà, mais c'est comme ça aussi. Et puis voilà, donc c'est chouette de le voir ainsi, ouais. Ouais, ouais, on sent que c'est quelque chose de particulier, une année particulière qui le tient à cœur, et donc on va soutenir tout ça, c'est certain. Et on va suivre évidemment toute la préparation de l'équipe de France hein, et des autres hein, tout au long de Amplement. l'été. C'est toujours très intéressant de les suivre et jusqu'à bon c'est encore très loin. Hein. Malheureusement on est à moins de 200 jours ou à peu près de 200 jours donc il y a le temps encore de voir venir cette préparation mais cette saison pardon. Mais voilà c'est la préparation suit son cours pour Émilien Jacquelin et tout le reste du peloton du biathlon. Maintenant on va passer à une dernière partie. Une dernière partie où on va parler de différentes choses, hein, d'actualité, même de questions qu'on se pose avec Marine et également les auditeurs. Marine, tu Mhm. avais une question, d'ailleurs on l'a un peu évoqué tout à l'heure sur les carabines de réserve. Oui, ben en fait, j'aurais aimé que tu nous en dises plus sur les carabines de réserve. Effectivement, c'est des carabines qui sont moins personnalisées pour les athlètes. On a vu Emilien en utiliser une cette année. Qu'est-ce que ça change pour eux? Enfin, on l'a senti un peu déstabilisé, mais est-ce que c'était la chute vraiment, ou est-ce que c'était le changement de carabine en plus? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ah, c'est ce qui s'est passé, c'est Emilien. Il y a un lien très fort derrière l'outil, mais après, les athlètes sont tous différents vis-à-vis de l'attachement qu'ils ont avec leur matériel. Il y en a pour qui ça reste un bout de bois, et puis voilà. Il y en a, c'est beaucoup plus que ça. Donc après, bah, chaque athlète est différent vis-à-vis de l'attachement qu'ils ont. Marie, c'est une situation.
voilà, Emilien s'en est une. Et donc, en fait, le fait de casser une carabine, pour lui, et puis d'autant plus le lien fraternel qu'on a ensemble sur le temps passé, le développement, c'est une super aventure, c'est plein de choses derrière. Donc, moi, quand Emilien, je l'ai vu voilà, très remonter quand il a cassé sa carabine, pour moi, il n'a pas simplement cassé qu'une cara, en fait. Il a cassé un lien qui était plus fort que ça et qui nous lie tous les deux. Et ça a fait que 2 jours après, il m'a contacté, il m'a dit Clément, j'aimerais qu'on fasse la même que j'ai là actuellement à l'identique, parce que si ça doit réarriver, je veux être sûr que derrière j'ai le même outil à l'identique à 100%, et je veux le faire avec toi parce que ben, tu as tout ce qu'il faut pour faire à l'identique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a juste avant les mondiaux, on a numérisé sa carabine en 3D, on a demandé à la refaire fabriquer, et là on est sur les petits points de détail au niveau des rails, de serrage, tous ces petits éléments en fait pour il se mette sur sa carabine actuelle ou sur sa deuxième, il est sûr de trouver les mêmes sensations. Donc voilà, donc c'est des petits points de détail. Donc sur la Coupe du Monde, il emmènera sa deuxième carabine. Il emmènera sa deuxième carabine. Après, sur le pas de tir, les équipes ont le droit de laisser qu'une seule carabine de réserve. Donc après, ça va dépendre. Hein. Les années où il y avait Martin, c'était la carabine numéro 2 de Martin qui était sur les râteliers. Donc tous les athlètes devaient après s'adapter à la position de Martin. Donc après, à voir ce qui va être pris comme décision. Voilà, c'est ça, mais les équipes ne peuvent mettre qu'une seule carabine en tant que carabine de réserve. Mais par contre, les athlètes peuvent très bien avoir eux-mêmes leur propre carabine, une deuxième carabine qu'ils ont, plus ou moins travaillée à l'identique, hein, ça dépend de chacun, mais qu'ils ont dans leur mallette, dans leur valise. Comme ça, d'une course à l'autre, ils peuvent, si pépin arrive, dans l'hôtel, changer. Mais ils peuvent pas du coup changer sur la course. Sur un autre modèle, ouais. À part si c'est la carabine de réserve, quoi. Non. Voilà, à part si la carabine de réserve est. Oui, la seule carabine. C'est ça. Et là, en fait, conditions sanitaires particulières, hein, les équipes étaient beaucoup moindres à se déplacer sur le circuit Coupe du Monde. Ça fait que même d'un point de vue logistique et matériel, moins de personnes pour transporter du matériel, tout ça, ils avaient une carabine de réserve, qu'ils avaient tout simplement. Et donc voilà. J'avais une question justement par rapport au lien à la carabine qui ça m'intrigue. Donc tu as parlé de différents liens. Donc si je peux faire un parallèle et tu me diras si c'est bon. Par exemple, moi je suis musicienne, je joue du violon et est-ce que par exemple le lien qu'Emilien a avec sa carabine, c'est un peu le lien que nous musiciens on a avec les instruments de musique? Bien sûr, je pense que oui. Oui, tout produit en fait, il y a un affect derrière. Quand on a, par exemple, tu parles de musique, j'imagine qu'avec ton violon, peut-être que tu as un souvenir, peut-être que c'est un violon particulier qu'on t'a offert, que ta famille t'a peut-être acheté, un grand-père, quelque chose comme ça. Bah, tu vois, c'est un héritage familial. Donc, quand tu joues de ton instrument, tu fais pas que jouer du violon, tu joues avec des émotions derrière. J'imagine que quand tu fais une note ou quand tu vois le produit, à des moments, peut-être que ça te rassure aussi quand tu vas jouer devant un public. Tu penses à ta famille ou que quand tu joues avec une harmonie particulière parce que tu aimes ton outil, parce que tu y passes du temps avec elle, tu as essayé de te perfectionner. C'est devenu en fait ta meilleure compagne, hein, tout simplement. Et en fait, ce lien-là que tu sens derrière ton violon, les athlètes l'ont. Mais encore une fois, les athlètes, pas tous l'ont. Ça dépend du rapport qu'on a à l'objet. Mais c'est certain que dès qu'il y a un affect qui est derrière, que c'est un outil, par exemple, qu'on a hérité, tu parles de ton violon, que tu as hérité, ton instrument de musique, oui, j'imagine que tu as une proximité forte derrière ton instrument et que quand tu joues avec, tu joues avec avec une légèreté particulière, une émotion particulière parce que t'es pas seul quand tu joues avec. Toute ta famille est là. Donc voilà, donc ça. Ça dépend de chacun. Oui. C'est bien il me semblait que je ressentais ça du côté en tout cas d'Emilien, mais je voulais poser un peu des mots dessus pour être sûr d'avoir bien perçu cette sensation, mais ça se voyait quand il a cassé sa carabine que ça l'avait vraiment affecté. Voilà, c'est ça. C'est pas simplement j'ai cassé la carabine, c'était j'ai cassé la carabine, purée. Mais si j'avais bossé avec Clément, j'en aurais déjà une là à l'identique et puis voilà.
Mais bon, c'était plus, voilà, l'affect était là. Ouais, il a pas simplement que cassé une carabine. Il a cassé quelque chose avec lequel il court avec le cœur et qui fait que, voilà, il a plaisir de sortir le meilleur de lui-même avec cet Et du coup, outil-là. il s'entraîne avec les deux. Enfin, il se force à s'entraîner avec la salle de réserve. Ouais, actuellement, ouais. Ouais, là, actuellement, là, il fait tous ses tirs avec la crosse de réserve. Donc, ça lui permet aussi donc là, c'est la crosse qu'on lui conçoit. Ça lui permet de tester, voilà, des nouvelles choses. Ouais. Et comme ça, après, qu'il va reproduire une fois que c'est validé sur la crosse qu'il a actuellement. Et mais une fois qu'il aura validé toutes les modifications avec Patrick. Ok. Et donc voilà. Donc, c'est en cours. Donc, on se sert de cette deuxième crosse pour faire des essais. Une dernière petite question un peu technique sur la carabine. Donc on a parlé aussi, tu as parlé un peu plus haut du problème de hausse. Donc il y a eu Anaïs Chevalier notamment. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous préciser à quoi sert la hausse exactement et comment ça a pu décaler à ce point-là les impacts pas que Anaïs Chevalier apparemment a eu ce problème. Alors en fait, c'est les hausses, donc c'est les éléments, lorsque les athlètes, vous les voyez sur le pas de tir, ils mettent l'œil proche d'un dispositif. Donc c'est simplement un rond qui nous permet d'aligner avec le bout du canon où il y a un autre rond. Et dans ce dispositif-là, on règle à travers des petits clics, c'est des petites molettes. Il y en a un en haut, une molette qui permet de régler la hauteur de visée. Et sur le côté, plutôt côté droit, il y en a une autre molette qui permet de régler gauche ou droite la visée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les hausses, ça reste des éléments mécaniques. Donc, par exemple, sur les deux modèles que je vous ai parlé, le premier modèle qu'avaient Emilien, Anaïs et Quentin, c'était un modèle à ressort. Donc, ce qui faisait que quand il tournait, la petite molette, ça faisait, il y avait une vis sans fin. Bon, bref, on va éviter d'être trop technique, mais pour rester simple, ce qui faisait effort inverse lorsqu'il vissait ou dévissait la molette, c'était un ressort. Pareil sur la partie supérieure. Le deuxième système, c'est un dispositif qui se décale de cran en cran, gauche-droite, et pareil en haut ou en bas. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est que sur le premier dispositif, ils avaient beau avoir un clic supplémentaire, donc on dit par zone. Bon, pour faire simple, c'est tous les centimètres. On a 5 clics pour déplacer un tir de 1 cm. Donc c'est pour ça que vous les voyez cliquer pour gérer l'influence du vent. Le premier système, ils ont remarqué qu'à des moments, ils avaient du jeu. Et quand on dit du jeu, c'était qu'il y avait des clics. Par exemple, la tête se dit « Oh tiens, il y a du vent qui se lève, ça mériterait que je mette 3 clics à gauche ». Il commence à mettre 3 clics à gauche et le coach à la jumelle, il regarde, il dit « Mais t'es sûr d'avoir cliqué parce que ton tir est toujours à droite ». Donc la tête, il peut penser que ça vient de lui, sa position, ces éléments-là. Et en fait, il s'est avéré qu'ils ont remarqué qu'à des moments, il faisait des clics dans le vide. Donc des clics qui ne déplaçaient pas cet élément de visée. Et c'est pour ça qu'ils sont allés sur le deuxième système. Ils sont revenus sur le modèle d'origine parce que même s'il y a un clic en moins par rapport au centimètre, il y avait une plus grande fiabilité sur l'outil, sur le mécanisme qui était utilisé. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus sur cette hausse. D'accord. Et quand on sait que ça se joue à des détails, Oui. des fois, un cordon près, oui, ça a grande importance. Et puis cliquer Un dans clic le ou deux, vide, ça doit être très déstabilisant. C'est très déstabilisant et d'ailleurs on clique dans le vide et d'un coup on fait un clic supplémentaire et ça rattrape tous les clics d'un coup. Donc par exemple on fait 2 clics, ça bouge pas, 3 clics, ça bouge pas, on fait un clic et d'un coup ça en fait 5. Enfin, c'est comme si on en avait fait 5 d'un coup, ça décale énormément, donc le tir est pas groupé. Enfin, voilà, Ah oui, pour de la mécanique de précision. Après Au c'est final, une la belle tête se loterie. perd complètement. Ah, c'est une belle loterie après. Voilà. C'est clair. Bon, on va terminer maintenant avec deux sujets d'actualité récents. Tu as sans doute entendu ça, Clément, que l'IBU interdisait les fards fluorés de type C8, les plus nocifs. Bon, j'imagine que tu es satisfait, en tout cas, tu vois ça d'un bon œil, cette suppression. Déjà d'un point de vue environnemental, c'est sûr que c'est super, hein.
Voilà, parce qu'en fait, le souci qu'il y a avec le fluor, c'est que ça ne se dégrade pas dans la nature. Donc en fait, ça arrive jusque dans les océans, dans les poissons et pour nous. Et le fluor, ça a une même dimension. En plus, je peux très bien vous en parler parce que j'avais fait un jour, pour ma part, on fartait dans une compétition de ski de fond, une course nationale dans un garage. Toutes les équipes étaient dans un garage et j'avais fait une intoxication au fluor. Donc j'arrivais plus à respirer durant la nuit. Et en fait, ça a la même dimension structurelle que l'amiante. Donc c'est vraiment pas bon, voilà, pour les poumons. Donc même pour voilà. Donc même pour les farteurs, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de masques et dans des endroits très ventilés parce que c'est quand même voilà, c'est dangereux comme outil. Et donc voilà, donc pour les deux raisons, d'un point de vue environnemental, c'est certain, d'un point de vue santé pour tout le monde, les techniciens en particulier, nous-mêmes pratiquants, c'est une bonne nouvelle. Après, maintenant. Ce qu'on va craindre, ça va rebattre beaucoup les cartes parce que jusque-là, on avait une stabilité vis-à-vis des nations et le fluor permettait aussi à des nations, enfin en tout cas, d'avoir des glisses qui, sur certaines neiges, étaient équivalentes entre nations. Donc voilà, donc le fait qu'aujourd'hui on n'ait plus le fluor, c'est sûr que ça va rabattre les cartes. De quelle manière? Ça va être la grande surprise. Est-ce que les petites nations vont d'un coup s'améliorer et être parmi l'élite? Est-ce que les grandes nations vont rester devant? Ou est-ce que derrière, il y aura de la difficulté? Est-ce qu'il y aura plus de différence aussi sur les qualités de fart? Est-ce que l'importance des techniciens sera plus importante? Et les équipementiers aussi, hein. Les équipementiers sont tous dessus. On sait qu'il y a une marque norvégienne qui a fait beaucoup de communication sur une semelle verte actuellement. Alors, est-ce que c'est simplement un coup de communication? Est-ce qu'il y a un effet véritable de cette semelle sur une qualité de glisse? Mais en tout cas, c'est certain, et surtout une année avant les Jeux Olympiques, autant si on était à 3 ans avant les Jeux, il y aurait eu le temps pour les athlètes vis-à-vis de cette échéance qui les tiennent à cœur, autant aux techniciens que équipementiers de ski, que fabricants aussi de farts, parce que finalement il y aura des nouveaux farts qui vont sortir, dont on entend beaucoup parler, je crois, du silicium, je sais plus. Bon, moi je pourrais retrouver les infos, mais en tout cas c'est certain que ça va être, ça va être une saison assez riche au niveau de cette expérience-là. Donc on va suivre ça, ça va être ça va être assez dingue. Et ouais, là le fartage effectivement, ça va être, je pense que on va entendre. On espère que les athlètes vont tous être ravis, hein, c'est certain. Mais je pense que voilà, il y aura peut-être ça a donné sur quelques certaines mots de tête aux techniciens sans des doute. petits changements. Ouais, je pense technicien, mais aussi équipementier de ski, hein. Il faut penser aussi à eux. Ils suivent aussi les athlètes sur la Coupe du Monde. Donc technicien, équipementier de ski, sélection de fart. Ouais, ça va être là aussi, c'est assez nouveau. Ça va brainstormer sévère. Ouais, je crois que depuis l'année dernière, ça brainstorm. Et heureusement que depuis l'année dernière. Ouais. Oui. Alors après, le fluor n'est pas totalement interdit, hein, puisque les fluors moins nocifs C6 sont autorisés et apparemment, d'après les BU, ils sont autant compétitifs que les C8 que prennent toutes les équipes. Donc l'interdiction du fluor n'est pas encore totale. Ça devrait se faire après la saison olympique, mais en tout cas, on est sur la bonne voie et je pense que oui, les écarts sont peut-être pas encore gros cette saison, mais ce sera surtout l'année prochaine, dans 2 ans, où là, oui, il pourrait y avoir des sacrées surprises et ça pourrait être un sacré casse-tête pour les techniciens. Effectivement, je te suis. Un autre sujet d'actualité, alors c'est les Norvégiens qui ont investi dans des ventilateurs. Alors vous allez me dire pourquoi, et en fait c'est pour préparer les Jeux Olympiques de Pékin, qui pourraient en fait se courir dans la tempête. On attend beaucoup de rafales de vent sur le pas de tir, et donc les Norvégiens s'entraînent actuellement avec un ventilateur qui referait des conditions que pourraient avoir les athlètes en Chine. Alors moi j'ai vu ça, je me suis dit oui c'est super, mais en fait je me suis dit mais comment en fait on n'y a pas pensé avant plutôt, parce que le vent certes là c'est les Jeux Olympiques, c'est important, mais le vent on en a quand même souvent sur la Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve bizarre que certaines équipes n'y aient pas pensé plus tôt.
Oui, je crois qu'en aparté tout à l'heure, on a évoqué aussi les canons à neige. Hein. C'est un super moyen d'entraînement. Hein. T'as le vent et t'as la neige en même temps et le froid. Donc, c'est pas mal. Donc moi, je pense qu'on devrait militer pour les canons à neige, hein, pour eux, pour leur bien. On devrait essayer. Mais oui, après ta question, en tout cas, mérite d'être écoutée et entendue parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui peut apporter un peu de nouveauté durant les entraînements. Et écoute, ils ont pris cette stratégie-là. Il y a une raison, effectivement, tu as très bien évoqué. Ils annoncent beaucoup de vent sur Pékin. Et je pense que ton analyse, les autres nations ont dû aussi l'entendre. Et puis peut-être qu'on va voir des nouvelles installations, des ventilateurs sur les pas de tir. Et puis écoute, on va suivre ça avec intérêt. Mais oui, en tout cas, c'est certain. Pour des nations comme celle-là ou comme des athlètes qui veulent rien laisser au hasard, on se souvient de Björn Dahlem qui allait spécialement sur des zones, sur des pas de tir venteux pour préparer des échéances où il savait qu'il allait avoir du vent. Finalement, c'est ça aussi. Hein. Les opportunistes, c'est ceux qui transforment la chance en un élément qui est maîtrisable. Ils vont pas attendre de savoir s'il y a du vent ou pas. Ils vont s'entraîner dans toutes les conditions météo pour qu'ils puissent être en mesure d'apporter une solution face à chacune des conditions météo. Et donc, ça transforme des chanceux en opportunistes. Et je pense que d'autres nations vont suivre. T'en penses quoi, toi, Marine, de ces ventilateurs Bah, c'est bien l'été de... Non, franchement, j'allais dire une bêtise. Non, je pense que c'est une bonne idée. Effectivement, tu soulèves le fait qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. C'est un peu, oui, c'est un peu surprenant puisque le vent, les biathlètes, ils sont souvent confrontés pendant la saison et on voit qu'en tout cas, les Norvégiens ne veulent rien laisser au hasard et ils ont sûrement raison de le faire. Apparemment, en tout cas, Johannes a l'air assez content de ce dispositif. Oui, Johannes Bö, qui au début, il n'était pas très chaud. Je vais reprendre ses propos. Il dit je n'y croyais pas trop au ventilateur, mais finalement, il reproduit clairement les pires conditions qu'on peut avoir pendant l'hiver. J'ai cartonné avec des séries de 3 à 4 fautes, donc on va bien l'utiliser à l'avenir. C'est une bonne arme. Donc clairement, oui, Johannes Bö qui a adopté pleinement ce nouvel outil et oui, c'est vrai que oui, moi je me suis fait cette réflexion, je me dis mais parce que alors oui, on trouve pas des ventilateurs à tous les coins de rue, mais c'est sûr que quand on voit les conditions qu'on peut avoir comme à Ostersund, hein, je pense que c'est le meilleur exemple. Hein, on a eu des conditions dantesques en Suède. D'ailleurs, c'est Justine, tu le disais aussi, Marine, lors du précédent podcast, hein, Justine Breza, qui disait que ce serait que ces courses à Ostersund sont un très bon entraînement pour les Jeux de Pékin. Les Norvégiens font encore mieux puisqu'ils vont aussi s'entraîner vraiment. Alors, je vais pas dire en conditions naturelles, mais parce que c'est produit par un ventilateur, mais carrément là, ils se mettent en condition pour les Jeux et ils mettent toutes les chances de leur côté. Et c'est aussi peut-être aussi pour ça que c'est la nation numéro 1 du biathlon. Hein, la Norvège qui a toujours un coup d'avance sur ses rivaux. Donc, affaire à suivre, mais oui, très bon coup fait par la Norvège. On va voir si certaines nations suivent aussi le pas d'investir dans des ventilateurs. Ou sinon, on peut venir brasser de l'air pour les Français s'il faut. Moi, je suis prête à le faire. On va ramener nos sèche-cheveux, sinon on va souffler nos sèche-cheveux dans le cou des biathlètes comme ça. Faut les embêter un peu. C'est ça, c'est peut-être aussi, il y a peut-être une logique aussi de coiffure. Je crois que c'est Sturla, il avait les cheveux longs, hein, c'est ça? Ouais, il a un peu les cheveux, ouais. Cherche tous. Un peu plus long que Johannes Bö, oui. Voilà. Exactement. Bon, on suivra ça avec attention ces prochaines semaines. Bon, c'est ainsi que se termine ce podcast. Merci encore, Clément, d'avoir échangé avec nous. Ouais, merci à vous deux aussi. Grand plaisir. Et puis merci à vous tous aussi de suivre et soutenir. Et en tout cas, voilà, les dernières infos, c'est que les athlètes ont hâte de retrouver les supporters qu'ils connaissent et ça va être chouette. Et d'ailleurs, et de toutes les nations d'ailleurs. Clément, on te retrouve au Martin Fourcade Nordic Festival ou pas? Je serai dans les parages, ouais. Ouais. Je serai dans le coin. Sur un stand? Aucune idée actuellement. Okay. On est en train de voir avec le Vercors et si on en reprend un. On est en discussion actuellement. On regarde.
Ok. Mais en tout cas, de sûr, parce qu'après, voilà, ça reste un coup, hein, c'est certain, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, on est en train de discuter de tout ça. Mais en tout cas, sinon, on sera dans les parages et ce serait grand plaisir de tous vous voir. Oui, ça sera un plaisir de croiser là-bas. On y sera et on a hâte de quand même de retrouver nos biathlètes avec du public, de l'ambiance. Franchement, ça nous manque énormément et le contact avec nos champions. Franchement, on attend que ça mais on va patienter encore un peu. Hein. On va les laisser travailler et voilà. Donc merci Clément, merci Marine. Ouais, merci Clément, merci Romain, super moment. C'était un bon moment. Alors n'hésitez pas une fois de plus à liker, à partager nos contenus, à nous mettre en commentaire avec qui on pourrait discuter, qui on voulait qu'on invite sur nos podcasts. Dites tous les noms qui vous sortent par la tête. Franchement, on essaiera de les inviter. C'est ainsi donc que se termine ce podcast. On vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut! Salut! Salut!